Bonjour à tous, je suis ravi d'être là pour échanger sur ce vaste sujet qu'est la RSA. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, dans les entreprises, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Tout à l'heure, en prémisse, Claire a insisté sur le fait que j'étais parti à Toronto, pour ça, Publicis, de l'agence Publicis. Et vous verrez en fait que ça a un impact directement sur ma perception de certaines choses et sur la manière aussi d'aborder mon quotidien. Claire, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc, quand je suis arrivé à Toronto, premier jour, première heure, première minute, première réunion, premier brainstorm, en fait, on m'a posé une question. Je vous avoue que mon anglais était un peu hésitant, voire même beaucoup, parce que c'était ma raison principale de mon départ en mobilité au Canada, à Toronto, pour parfaire mon anglais. Et là, j'arrive et ils commencent à parler de nounours, d'enfance, etc. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi la question du brainstorming? C'est quoi l'enjeu? Et je comprenais pas. Mais bon, j'osais pas sortir mon téléphone et regarder les mots pour les traductions. Donc, poliment, je suis resté dans mon coin, j'ai pas sorti mon portable. Et en fait, Hilary, donc, qui était ma collègue à l'époque, me dit, bah, écoute, Francesco, et toi, du coup, c'est quoi ton nounours préféré? Et je lui dis, bah, Hilary, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Je suis pas sûr d'avoir compris. Elle me dit, si, si, dis-moi quel est ton nounours préféré. Et donc là, du coup, je lui donne mon nounours préféré. Et je peux vous assurer qu'à partir de ce moment-là, ma mobilité qui a duré 6 mois, il n'y avait plus oxygène. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, il y a juste une question et on va tenter d'y répondre au maximum. Et si vous vous posez la question, pour le coup, de savoir quel était mon nounours préféré, sans créer de polémique, perso, moi c'était Snoopy. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'était Snoopy depuis tout petit. Euh, Claire, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Voilà, donc pour revenir en complément ce qu'a dit Audrey sur la RSE, c'est vrai qu'au quotidien, on est confronté à certaines règles, certaines normes, donc qui sont sur deux volets, les règles européennes, directives européennes et directives françaises. Alors moi, je suis belge, donc pour le coup, je suis totalement neutre, mais grosso modo, en France, on n'est pas du tout mal loti en fonction en ce qui concerne les règles. Généralement, la France est plutôt à l'initiative et puis l'Europe reprend presque a mis en place la France. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux volets chez Allianz, en tout cas, puisque du coup, c'est un groupe international dont le siège est en Allemagne, donc qui fait partie de l'Europe, mais il y a des filiales à travers le monde. Et notamment ici, où moi je travaille, à Allianz France. Et c'est vrai qu'on a ces directives un peu à gérer entre qui fait quoi, est-ce que c'est le groupe, est-ce que c'est la France, etc. N'empêche qu'il y a trois supports, trois documents vraiment importants en ce qui concerne la RSE et en matière de règles. Et donc, je rappelle juste que la RSE, c'est pas juste l'environnemental, il y a aussi le sociétal. Et si on se base sur la semaine du développement durable, il y a 17 critères au total. Alors, ça va de l'inclusion des personnes en situation de handicap à l'égalité homme-femme, en passant par l'environnement, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment très large. Lutte contre la pauvreté aussi, par exemple. Et pour en revenir vraiment sur les règles de la RSE, il y a trois gros documents. Il y en a plusieurs, hein. Donc, c'est non exhaustif. Voilà, les trois principaux, c'est premièrement le rapport RSE, qui doit être publié une fois par an. Donc, dans le cadre d'Alliance, il est publié par le groupe, donc en Allemagne, traduit en anglais et puis traduit des fois en français, même s'il n'y a pas d'obligation, puisque le groupe l'a fait et comme c'est en Allemagne, c'est partie de l'Europe. Il y a le rapport climat et ensuite il y a le rapport vigilance. Donc, rapport climat, comme son nom l'a dit, c'est par rapport au climat. Et le rapport vigilance, lui, il est un peu plus large. En fait, c'est pour s'assurer du respect des droits humains et également des droits environnementaux. Donc voilà un peu pour le schéma qui nous amène chaque année à prêcher entre guillemets la bonne parole sur la RSE et on verra que ça a un impact en fait au quotidien sur la manière d'aborder. Audrey, est-ce que tu peux aller à la slide suivante? Top, merci. Donc en fait, quand on parle de RSE, et c'est vrai que Audrey l'a dit, c'est important de placer la RSE en fait au cœur de sa stratégie. Parce que, entre guillemets, nous, en tant que simple communicants, on a beau dire tout ce qu'on veut, si une entreprise ne met pas ça en place au plus haut, nous, en tant que simple communicants, on a un peu dépourvu d'éléments. Et c'est un point important, oui, parler, c'est bien, mais il faut de la preuve, il faut du concret derrière. Et ça fait partie des membres du COMEX, ça fait partie de la gouvernance, d'avoir cet élément central et mettre ça au cœur de la stratégie. Le deuxième point qu'il est important de prendre en compte pour aller vers une transformation de l'entreprise aussi, c'est de fédérer.
quand je parle de fédérer, c'est aussi bien fédérer en interne qu'en externe. Parce qu'en fait, les premières personnes à convaincre, avant de parler au public, avant de parler à ce client, c'est les collaborateurs. C'est la personne de la com interne, comme la personne qui travaille à l'IT, comme la personne qui s'occupe, par exemple, de tout ce qui est le support technique. Donc ça, c'est important de fédérer, en fait, dans un premier temps à l'interne et puis ensuite à l'externe. Alors, fédérer, ça ne veut pas dire imprimer moins de papier, imprimer moins d'éléments, imprimer moins de documents. C'est vraiment au sens large du terme, se dire, ben, en fait, on a un sujet commun à porter avant de le porter à l'extérieur vers les clients qui sont en fait le cœur du business. Il faut le porter d'abord à l'interne, il faut qu'il soit soutenu et compris. Ensuite, le troisième cas qui nous intéresse, c'est pour refaire le lien avec le rapport RSE, c'est que la RSE, ça se construit à l'extérieur vis-à-vis des clients, non pas uniquement sur le rapport RSE qui a lieu une fois par an, mais en fil rouge. Quand je dis en fil rouge, c'est-à-dire que c'est un peu comme si demain, vous regardiez une série, ensuite vous la laissez tomber pendant 3 mois, et puis vous revenez sur le dernier épisode que vous avez vu. Mais c'est certain que vous n'avez plus vous souvenir de ce qui s'est passé. Mais là, c'est pareil. Si vous parlez de RSE à vos clients ou sur les réseaux sociaux, puisque principalement, moi, je suis les réseaux sociaux, si vous en parlez, et puis pendant 3 mois, vous ne faites plus rien, et puis vous remettez une publication, les gens vont se dire, en fait, de quoi il me parle, et surtout, pourquoi il est légitime de m'en parler. En fait, ça fait 3 mois qu'il ne balance plus rien à ce sujet-là, et là, maintenant, il est comme une fine fleur de balancer ces informations. C'est ça que c'est important, en fait, de continuellement faire des rappels, continuellement montrer que les choses avancent, montrer les preuves. Ensuite, le quatrième élément, c'est que oui, le communicant a un rôle à jouer. Je vais vous prendre un cas concret pour l'information, donc pour la faire circuler, puisque c'est le rôle du communicant, la faire circuler, mais également pour faire remonter l'information. Quand j'étais en agence, donc chez Publicis, j'avais un client qui était dans l'agroalimentaire, et en fait, il y a eu plusieurs plaintes sur les réseaux sociaux du plastique, du nombre de plastiques qui étaient utilisés par ce client pour ses emballages. Et le fait d'avoir fait ça, d'avoir remonté la fonction une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à la fin, ça devait être quasiment exponentiel. Et tous les jours, on a été gros taqués là-dessus. Je peux vous dire qu'à un moment donné, le client, il a réfléchi, mais en fait, c'est vrai que j'utilise trop d'emballage. Alors, ça peut paraître anodin comme petit signe de changement, mais n'empêche que sur une année, ça se compte en tonnes le nombre de plastique qui n'a pas été utilisé par ce client. Donc voilà aussi à quoi l'information et à quoi le communicant peut servir. C'est-à-dire que il va avoir son rôle de donner l'information, la distiller, la transmettre. Il va également avoir l'effet inverse, ce qu'on appelle le bottom-up. Donc, ça part du bas, c'est le consommateur, le client, donc le cœur du métier, le cœur du business, qui refait monter l'information pour changer les comportements aussi. Et le dernier point sur le rôle que peut avoir le communicant aussi, c'est sur l'authenticité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de RSE, c'est vrai qu'on parle beaucoup des communicants et généralement, quand on les voit, c'est que ce n'est pas bon signe pour une entreprise quand ils sont mis en avant. N'empêche que quand on parle en fil rouge de RSE, c'est important d'avoir de l'authenticité parce que Alliance n'est pas Adidas, Adidas n'est pas Nike, Nike n'est pas Puma, Puma n'est pas Ferrero, etc. Et donc, chacun a une manière différente de parler. L'important, c'est un, ça correspond à la marque, deux, ça doit correspondre à la stratégie, et trois, ça doit toucher son cœur de cible, c'est-à-dire son client. Et le fait de prendre ces différentes composantes-là va faire que chacun a une ligne éditoriale différente. Et alors, quand on fait le master conseil éditorial, bon, la ligne éditoriale, je n'ai pas besoin de vous montrer à quoi ça sert. Je pense que tout le monde le sait. Mais en tout cas, ça nous rappelle au quotidien ce que j'ai appris. Ça me rappelle au quotidien comme quoi c'est important d'avoir cette authenticité. Et ça permet en fait d'avoir une communication différente, mais aussi le sujet RSE, la thématique en elle-même reste la même en fonction des différentes marques. N'empêche que la manière d'en parler est totalement différente. Claire, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc, voilà, pour aller un peu plus dans le concret, j'ai voulu illustrer ça par des exemples. Donc, le premier point, c'est qu'il faut, quand le communicant est en première ligne, il a un besoin, mais vraiment un besoin, c'est une nécessité, c'est une obligation, c'est prioriser. Donc, quand je dis prioriser, c'est dans le sens où quand on travaille en entreprise ou même quand on travaille en agence, le client a 10 000 sujets et il veut parler de ces 10 000 sujets en même temps. Et donc, le premier point, c'est prioriser. Si je vous prends un cas concret, chez Alliance, il y a 1 an d'ici, on a décidé de changer la ligne éditoriale du compte Instagram et en fait, maintenant, il est dédié uniquement à la RSE. On s'est dit que c'était le bon canal parce que c'est un canal très visuel et que ça allait permettre de toucher une audience différente. Et en fait, ça n'a pas loupé et on va en reparler juste après. Le deuxième point du communicant, c'est aussi savoir storyteller.
Donc oui, c'est bien d'amener des preuves, mais derrière, il faut savoir en parler et amener les choses qui soient plaisantes à lire, à écouter aussi, parce que ça fait du podcast peut-être, mais également à regarder si c'est une vidéo. Et donc, il y a ce besoin de storyteller, alors non pas pour embellir les choses, mais simplement pour les amener d'une manière différente. Ça ne veut pas dire que c'est du bullshit, et c'est pas ça du tout la question. Ça veut juste dire qu'on en parle, mais on amène ça à ce que ce soit agréable, et ce sujet qui peut paraître un peu redondant, parce que beaucoup de marques en parlent et on en parle un peu partout, n'empêche que le fait de le storyteller, ça apporte une manière différente. Ensuite, c'est engager. Et donc, je parlais tout à l'heure des clients, mais engager aussi les communautés sur les réseaux sociaux. Et à travers deux cas, on l'a vu qu'il y a la place également pour engager. Et, sur les réseaux sociaux, ça passe notamment par ce qu'on appelle l'UGC, donc User Generated Content. Donc, en fait, c'est les contenus qui sont produits par les internautes, par la communauté, par les followers. Si je prends deux cas concrets, donc le premier, c'était chez Alliance. Donc justement, je parlais du compte Instagram. La toute première opération qu'on a fait, qui a été réalisée, c'est en fait, on a mis en avant 3 associations partenaires d'Alliance. Ces associations partenaires, elles sont assez différentes, parce qu'il y en a une qui est dans le sociétal, une plutôt dans l'environnemental, une plutôt dans l'inclusion, etc. Et l'idée, c'était en fait de proposer à notre communauté d'élire, de voter pour le projet qu'elle souhaitait voir aboutir. Et en fait, en fonction de ça, Alliance faisait des dons à ces associations. L'idée, ce n'était pas de les mettre en concurrence, parce que chacune avait un message fort, chacune avait un objectif, mais c'était juste de dire, ben, en fait, vous, en tant que consommateur, vous, en tant que follower, vous êtes partie prenante de ça. Vous avez une action, vous avez un rôle à jouer. Maintenant, dites-nous vers quoi vous voulez voter. Donc, il y avait des projets comme c'était, par exemple, soutenir plus d'inclusion et plus d'égalité homme-femme dans le milieu de la tech. Il y en avait une autre, c'était construire une antenne d'une association en province. Voilà, donc c'est assez varié. Et aussi, il y a d'autres manières d'engager qui toujours peuvent être en corrélation avec la marque. Je prends un cas concret également. Là, c'était au Canada, on en revient un peu à Toronto. Donc, vous voyez ici, il y a le chanteur John Legend qui, il a vendu 10 millions d'albums, il n'est plus trop à présenter. Mais n'empêche que c'est quelqu'un de très engagé. Et en fait, on a voulu travailler aussi avec un influenceur qui était légitime pour porter un sujet. Et donc là, le sujet, c'était le fait qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas de table à langer dans les toilettes des hommes. Et c'est un sujet qui commençait à monter tout doucement, qui était pas en crédit topics, qui n'était pas en grosse tendance, mais n'empêche qu'il montait. Et donc, le fait que cette marque de produits pour bébés, mais bon, sans cela, de plutôt cosmétique, donc c'est Procter Gamble, qui détient la marque Pampers, le fait que Pampers s'en a emparé et a mis en avant ceci à travers cette personne qui est engagée et pour le coup est légitime. Et Pampers était aussi légitime d'en parler parce qu'on vendant des couches, que ce soit homme ou femme, tout le monde est amené à changer son bébé. Et donc, il a publié une photo en disant, en fait, moi, je ne trouve pas ça normal que je n'ai pas le droit de changer mon bébé, même si je suis un homme. Pourtant, égalité homme-femme, tout le monde a le droit de changer son bébé. Et l'objectif, parce que derrière, il y avait quand même un objectif business aussi, on ne va pas se le cacher, qui était de vendre 200 tables à langer à travers l'Amérique du Nord, ça s'est soldé par 5000 tables à langer vendues pour le prestataire de Procter Gamble. Donc, vous voyez aussi, il y a un impact à travers des personnalités. Et ça nous amène à notre quatrième point qui est incarné. Donc, incarné à travers des influenceurs, mais également incarné à travers des experts de l'entreprise. Alors, quand je dis expert, l'idée, c'est pas d'envoyer quelqu'un qui soit expert sur le sujet, mais qui n'ait pas la capacité de s'exprimer clairement. L'idée, c'est que ce soit audible et compréhensible. C'est vulgariser quand même un minimum. Mais n'empêche le fait d'avoir un expert qui peut parler, qui a la possibilité de parler de son sujet et qu'on puisse se dire, OK, telle personne, c'est tel référent, et même en externe, identifier cette personne-là, que ce soit un influenceur externe comme Jamie Lejeune ou quelqu'un d'interne, comme ici, ça a été le cas chez Alliance avec les mobilités douces. Ça permet de non pas avoir uniquement une marque et un petit logo et tout le monde se dit, OK, ça c'est Alliance ou ça c'est telle et telle marque, mais n'empêche de se dire, voilà, derrière cette marque, il y a telle et telle personne. Je vois, j'arrive à me projeter. Et le dernier point, qui pour le coup n'est pas le moindre, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris au Canada, c'est le fait de tester. Donc test and learn, ce qui s'appelle là-bas, c'est le fait de tester. En fait, pour arriver à tout ça et pour avoir une communication RSE et avoir un vrai rôle en tant que communicant, il est important, il est primordial de tester. Quand je dis tester, c'est dans le sens où c'est pas sûr. Et d'ailleurs, si vous arrivez, ben, chapeau, mais moi, en tout cas, j'ai pas réussi.
de vos premiers messages, notamment sur les réseaux sociaux, à faire mouche et à toucher votre cible. Et en fait, le fait de tester va vous permettre non pas de changer vos messages, parce que le fond, le cœur du message reste le même, mais n'empêche que la manière et l'angle de l'aborder va être différent. Vous allez pouvoir toucher des personnes différentes. Et également, ça va servir votre entreprise, puisque ça sert la marque employeur, comme Audrey le disait tout à l'heure. Mais également, ça permet au message de RSE, qui se veut positif, d'être beaucoup mieux distillé, beaucoup mieux perçu à l'externe, et pas juste comme du bullshit. Et se dire, en fait, ils font de la com, mais derrière, il n'y a rien de concret. Et donc, que vos preuves soient perçues comme un élément concret, et non pas juste comme quelque chose qui est là pour faire croire que ça change, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et en dernier point, pour résumer tout ça, je dirais que ce qui a changé ces dernières années en matière de RSE, c'est que autant avant, on avait des clients, des consommateurs qui recevaient l'information, qui l'apprenaient pas, mais qui la recevaient. Mais maintenant, il y a un petit terme qui a changé, c'est que maintenant, c'est devenu plus des consomme-acteurs, c'est-à-dire qu'ils ont un réel, et je répète encore une fois, un réel pouvoir sur ce que ça va engendrer sur une marque d'un point de vue RSE, positif ou négatif. Mais en tout cas, une réputation peut vite ternie et ça peut avoir un impact sur les ventes également, sur le business derrière, si l'impact est négatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre en considération toutes les composantes, que ce soit internes, externes, également d'un point de vue stratégie, pour que toutes ces composantes fonctionnent entre elles et que, in fine, le message soit compris. Alors, peu importe la manière de le faire, j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs manières, le podcast, la vidéo, etc. On pourra en reparler si vous voulez après. Mais n'empêche que l'idée, c'est que le message soit compris. Et une fois qu'il est compris, c'est que tout le monde se sente à l'aise puisqu'il y a une certaine authenticité qui doit transparaître. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reste disponible pour les questions.